Un télégramme classifié tomba dans la nuit du Sahel et apportant une pression écrasante. Un ultimatum de 70% et un délai de 48 heures. Pour Ibrahim Traoré et le Burkina Faso, cela n'était pas seulement un ultimatum financier, mais un test décisif de leur souveraineté. En quelques heures, une décision capitale devait être prise, céder aux exigences internationales ou résister au prix fort. Que représente réellement la souveraineté dans ce contexte tendu ? La réponse d'Ibrahim Traoré sera celle de tout un peuple, ébranlant les fondations de la politique et de l'économie de la région. Ibrahim Traoré se trouve à un carrefour décisif. Le Burkina Faso, un pays longtemps dépendant de l'aide extérieure et des concessions minières, se voit confronté à une décision historique. Céder aux pressions internationales ou préserver sa souveraineté. Cette situation n'est pas seulement une question économique, mais une question de survie pour un peuple entier. Traoré a promis qu'il ne laisserait pas la nation se soumettre aux exigences extérieures. Le risque est évident, l'isolement diplomatique, une aggravation de la crise économique et des conséquences imprévisibles sur la stabilité du Sahel. Cependant, en refusant de se plier, Traoré ouvre la voie à une nouvelle ère pour le Burkina Faso, une ère où la souveraineté économique et politique pourrait redéfinir les relations de pouvoir dans la région. Le pari est audacieux, mais la récompense pourrait être immense. Le télégramme classifié n'était pas qu'un simple message administratif, il portait en lui une menace directe. En deux chiffres, 70% et 48 heures, il transformait une situation complexe en une question de survie immédiate pour le Burkina Faso. La tension dans le palais de Ouagadougou était palpable. D'un côté, un pays en proie à des dettes anciennes et à des concessions minières inéquitables. De l'autre, un dirigeant décidé à résister à une pression internationale qui semblait inéluctable. Ibrahim Traoré, bien que jeune, savait que cette décision allait marquer l'histoire de la nation. La première révélation est apparue dans les premiers moments de la réunion secrète. Ce n'était pas uniquement une question d'or, mais d'une multitude d'accords implicites qui liaient le Burkina Faso à des puissances extérieures. Traoré s'était préparé à cette bataille bien avant l'ultimatum. Il avait demandé que chaque conseiller, qu'il soit économiste, ingénieur ou juriste, décompose la situation sous tous ses angles, économique, géopolitique et stratégique. Il fallait comprendre que cette décision ne concernait pas seulement l'économie burkinabé, mais aussi le rôle que le pays pourrait jouer dans l'équilibre du Sahel. Dans cette atmosphère tendue, un dilemme s'était imposé. Céder à la demande internationale signifiait un affaiblissement permanent de la souveraineté nationale. Refuser, en revanche, risquait d'isoler le Burkina Faso et de faire basculer l'équilibre régional. Le temps était compté, et chaque action pourrait avoir des conséquences irréversibles. Ibrahim Traoré n'était pas seul face à ce dilemme. Dans la salle fermée du palais, 4 voix s'élevaient, chacune apportant un éclairage essentiel sur la situation. La première, l'économiste, soulignait les dangers d'un accord précipité. Elle expliqua que le Burkina Faso risquait de perdre le contrôle sur ses propres ressources, créant ainsi un vide économique et politique que d'autres acteurs extérieurs seraient prêts à exploiter. Ensuite, l'ingénieur des mines, habitué aux concessions complexes, mit en lumière la vulnérabilité des sites aurifères. Des informations sensibles risquaient de fuir vers des entreprises étrangères, augmentant le risque de déstabilisation. La juriste, formée localement, rappela que les contrats miniers de longue date contenaient des clauses qui pouvaient être utilisées pour défendre la souveraineté du pays. Enfin, l'officier des zones sensibles alerta sur les signes de tension croissante dans le nord du pays où des mouvements inhabituels se produisaient. Les 4 figures du palais s'accordaient sur une idée centrale. Une réponse trop lente pourrait entraîner une perte de contrôle totale. Mais ce qui frappait le plus dans cette réunion, c'était la fermeté d'Ibrahim Traoré. Il n'était pas là pour céder, il demandait une analyse complète de chaque facette de la crise, et ces questions perçaient l'incertitude du moment. Soit nous tenons notre ligne, soit nous perdrons notre futur, avait-il déclaré, marquant ainsi la direction à suivre. Cette décision allait au-delà de la politique. Elle touchait au cœur même de la souveraineté du Burkina Faso. Le matin suivant, la décision de résister à l'ultimatum international était prise. Le Burkina Faso entrait dans une phase de tension inédite. Dès l'aube, les premières actions furent lancées. Dans le calme relatif de Ouagadougou,
des ordres furent donnés pour verrouiller les sites miniers stratégiques. Les premières unités militaires se déplacèrent vers l'ouest, là où se trouvent les plus grandes mines d'or. En quelques heures, les accès aux sites furent fermés et les équipes étrangères furent sommées de suspendre toutes leurs activités. Le message était clair. Le pays ne céderait pas. À l'international, la réaction ne tarda pas. Les puissances occidentales, habituées à avoir une mainmise sur les ressources du pays, commencèrent à exprimer leurs préoccupations. Des diplomates en provenance de Paris, Londres et Washington appelèrent immédiatement le gouvernement burkinabé. Mais Ibrahim Traoré était prêt. Il savait que la résistance entraînerait une isolation diplomatique, mais il était également conscient que cette décision pourrait renforcer l'indépendance du Burkina Faso à long terme. Le pays, jusque-là pris dans un enchevêtrement de dettes et de concessions minières, était en train de prendre un chemin risqué mais nécessaire. L'isolement économique et diplomatique semblait inévitable, mais Traoré croyait fermement que cette épreuve forgeait l'avenir du Burkina Faso. De son côté, la population commença à sentir les premières vagues du changement. Les marchés financiers réagirent immédiatement à l'annonce de la décision du gouvernement. Le franc CFA perdit de la valeur, tandis que les investisseurs commençaient à se retirer, inquiets de l'instabilité à venir. Cependant, à l'intérieur des frontières, un autre phénomène se produisit. La solidarité nationale se renforça. Dans les rues d'Ouagadougou, des groupes de jeunes se mirent à organiser des rassemblements pour soutenir la position du gouvernement. Le message de Traoré était clair. C'est notre or, c'est notre avenir. Ce fut un tournant non seulement pour la politique nationale, mais aussi pour la perception de la souveraineté en Afrique de l'Ouest. Les heures suivantes furent cruciales. Le gouvernement burkinabé renforça ses mesures de sécurité autour des zones minières. Chaque décision semblait précéder la suivante, les mouvements militaires et les démarches diplomatiques s'enchaînant à un rythme effréné. Traoré, désormais au cœur de cette tempête, ne montrait aucune hésitation. Il savait que cette résistance définirait l'avenir de son pays et qu'aucune option n'était sans risque. En fin de journée, le président burkinabé s'adressa brièvement à la nation, affirmant qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le Burkina Faso venait de franchir une ligne de non-retour. La journée suivante apporta des chiffres qui confirmèrent la gravité de la situation. Les premières mesures économiques furent rapidement prises pour évaluer l'impact de la décision. Le taux de change du franc CFA, la monnaie du pays, chuta de 2,5% par rapport aux principales devises internationales, en particulier l'euro et le dollar américain. Cette dévaluation immédiate reflétait la nervosité des marchés financiers qui craignaient une instabilité prolongée au Burkina Faso. Cependant, ce chiffre, bien que significatif, ne racontait qu'une partie de l'histoire. Les projections à court terme prévoyaient une contraction du PIB de 3,2% dans les 6 mois suivants, principalement en raison de l'isolement économique et de la suspension des exportations d'or. Mais une autre donnée plus pertinente émergea rapidement, la production minière du pays qui s'élevait à 85 tonnes d'or par an, représentait près de 10% du PIB national. En reprenant le contrôle des concessions minières, le gouvernement burkinabé s'assurait non seulement d'une indépendance économique accrue, mais également d'un levier financier important pour l'avenir. Les experts locaux estimaient que la nationalisation partielle des sites miniers pourrait à terme augmenter les recettes publiques de 22% sur les 3 mois suivants. Cette perspective, bien que modérée, représentait un tournant pour le pays. Le contrôle des ressources naturelles permettrait au Burkina Faso de diminuer sa dépendance aux financements étrangers, en particulier ceux provenant des grandes puissances occidentales et des institutions financières internationales. Parallèlement, des données sur les importations commencèrent à circuler, révélant une légère diminution de certaines dépenses non essentielles. Les importations de biens de consommation, notamment les produits de luxe, diminuèrent de 5% au cours des 2 premières semaines après la décision. Ce changement, bien que modeste, signalait une prise de conscience croissante au sein de la population burkinabé quant à la nécessité de rationaliser les ressources et de soutenir l'économie locale. Une autre donnée cruciale porta sur la production d'or à court terme. Les experts burkinabés anticipaient une reprise progressive des exportations minérales après une période de stabilisation, ce qui permettrait de compenser en partie les pertes économiques immédiates. Cette évolution, bien que précaire,
donnait un certain espoir quant à la possibilité de maintenir l'économie à flot tout en affirmant la souveraineté nationale. Les données financières, tout comme les chiffres de production, furent au cœur de cette décision politique audacieuse. Les autorités burkinabées, bien qu'isolées diplomatiquement, commençaient à entrevoir la possibilité de se redresser grâce à des ressources qu'elles maîtrisaient désormais pleinement. Le monde réagit rapidement aux décisions du Burkina Faso, mais deux camps se dessinaient clairement. D'un côté, les analystes pragmatiques, qui considéraient que la décision de Traoré était une erreur stratégique majeure. Il se soulignait que le pays, déjà fragile économiquement et diplomatiquement, risquait de s'enfoncer dans une crise économique profonde. Selon eux, l'isolement international aurait des conséquences catastrophiques pour une nation enclavée qui dépendait fortement des échanges commerciaux pour sa survie. Les sanctions économiques potentielles ainsi que la perte d'accès aux marchés mondiaux étaient des risques majeurs que le Burkina Faso ne pourrait pas se permettre de prendre. Ces experts appuyaient leur position sur l'exemple de précédents historiques où des pays africains avaient tenté de résister à des pressions externes, se retrouvant ensuite dans une spirale de récession et de crise politique. Les sanctions économiques, les coupures dans les financements étrangers et la spéculation accrue sur les ressources naturelles du pays seraient autant de facteurs aggravants. Ils appelaient à un compromis, soulignant que le Burkina Faso devait céder en partie pour éviter de compromettre son avenir à long terme. En revanche, un autre groupe, celui des partisans de la rupture, défendait l'idée que cette décision était nécessaire pour le redressement économique du pays. Selon eux, l'ultimatum international n'était qu'un symptôme d'une relation déséquilibrée, où le Burkina Faso était soumis à des concessions minières inéquitables depuis trop longtemps. En prenant la décision de nationaliser une partie de ses ressources, le pays se réappropriait son destin économique. Il voyait dans ce refus une rupture avec des décennies de dépendance, une manière de dire qu'un pays africain pouvait, malgré sa vulnérabilité géopolitique, choisir de reprendre le contrôle de ses ressources. L'argument central de ce groupe était que la souveraineté économique n'avait pas de prix et que même si la situation économique immédiate était difficile, à long terme, cette stratégie pourrait offrir une indépendance durable et permettre au Burkina Faso de s'affirmer comme une puissance régionale. Cette position se basait sur un principe fondamental. Dans un monde globalisé, refuser de se plier aux exigences extérieures pourrait être la meilleure manière de garantir l'avenir et la dignité d'un peuple. À ce moment précis, la décision de maintenir la souveraineté nationale prenait une nouvelle tournure. Le Burkina Faso, après avoir pris un risque majeur, commençait à récolter les fruits de sa résistance. Un signal fort avait été envoyé. L'or, une ressource stratégique, était désormais contrôlée en grande partie par l'État. Mais l'un des développements les plus importants se produisit à l'international. La décision de Traoré eut un impact immédiat sur les relations régionales. Le pays, isolé diplomatiquement, commença à attirer l'attention de ses voisins africains, qui observaient la situation avec un mélange de prudence et de curiosité. Des discussions informelles commencèrent à se former en coulisses, à la fois sur la manière dont cette décision pourrait influencer les relations de pouvoir dans le Sahel et sur les implications de cette rupture pour d'autres nations africaines. En même temps, la population burkinabé, autrefois anxieuse, commença à voir les avantages d'un contrôle plus direct sur ses ressources. Le sentiment national se renforçait, alimenté par la certitude que ce changement marquait un tournant pour le pays. Ce n'était pas seulement une question d'or, mais une question de redéfinir le rôle du Burkina Faso dans un contexte géopolitique plus large. Les conséquences de la décision d'Ibrahim Traoré devinrent rapidement évidentes. À l'échelle nationale, la population burkinabé commença à ressentir les effets immédiats de cette rupture avec la communauté internationale. Le pays se retrouva plongé dans un isolement économique qui eut des répercussions sur la vie quotidienne des citoyens. Le marché de l'or, un pilier économique majeur, se transforma en un secteur fortement contrôlé par l'État, tandis que les importations commencèrent à se resserrer. Des pénuries de biens essentiels, tels que le carburant et certains produits alimentaires, frappèrent les étals des marchés. Mais en parallèle, un phénomène intéressant commença à émerger, une forme de solidarité nationale plus forte, avec une prise de conscience croissante de la nécessité de se soutenir mutuellement pour traverser cette période difficile. L'impact immédiat se fit également sentir sur les finances publiques. Le pays
bien que plus indépendant sur le plan des ressources, dut faire face à une contraction significative de son PIB. Une baisse de 3,5% du produit intérieur brut fut enregistrée au cours du premier trimestre suivant la décision. Cependant, cette perte à court terme était contrebalancée par des signes positifs dans certains secteurs clés. La nationalisation partielle des ressources minières permit au gouvernement de récupérer une partie des revenus miniers, et la production d'or, bien que ralentie, commença à générer de nouvelles recettes. La région, elle aussi, perçut un changement dans le climat géopolitique. Les voisins du Burkina Faso, autrefois inquiets de l'isolement du pays, commencèrent à adapter leur propre stratégie en matière de ressources naturelles. Les tensions politiques entre pays du Sahel se renforcèrent alors que certains gouvernements observaient de près les implications de la souveraineté économique du Burkina Faso. À l'international, les investisseurs étrangers commencèrent à se retirer massivement, préoccupés par l'instabilité croissante. Cependant, cet exode de capitaux ne signa pas la fin des ambitions du pays. Bien au contraire, le gouvernement burkinabé lança plusieurs initiatives pour attirer de nouveaux investisseurs, en particulier ceux issus de pays non occidentaux, qui semblaient un peu plus ouverts à des partenariats avec le Burkina Faso dans ce contexte de transition économique. Au fil des mois, la situation géopolitique du Burkina Faso se stabilisa peu à peu, et la nation commença à entrevoir un avenir plus autonome, loin des influences extérieures. Le message était clair. Le pays avait choisi de tenir bon, malgré les conséquences immédiates, pour garantir son indépendance à long terme. Dans les 6 mois suivant la décision d'Ibrahim Traoré, plusieurs trajectoires pouvaient se dessiner, chacune apportant des défis, mais aussi des opportunités pour le Burkina Faso. D'abord, on peut imaginer une trajectoire de consolidation de la souveraineté, où le Burkina Faso maintiendrait sa ligne face à la pression internationale. Dans ce scénario, la nationalisation des ressources minières renforcerait les finances publiques et l'indépendance économique du pays. Le pays pourrait également mettre en place des partenariats avec des pays non occidentaux, comme la Chine ou d'autres nations africaines, qui offriraient des alternatives aux circuits financiers traditionnels. Le principal défi serait d'atténuer les effets de l'isolement, notamment en diversifiant les sources d'approvisionnement et en mettant en place des politiques internes pour contrer les pénuries de biens essentiels. Ce scénario offrirait au Burkina Faso une chance de se redresser progressivement, mais il faudrait que les autorités maintiennent un équilibre fragile entre indépendance et stabilité économique. Ensuite, on peut envisager une trajectoire plus optimiste, fondée sur une mutualisation régionale. Dans ce cas, le Burkina Faso, en repoussant la pression extérieure, pourrait inciter ses voisins du Sahel à adopter des politiques similaires de souveraineté économique. Ce scénario pourrait conduire à une coopération accrue entre les pays de la région, formant une sorte de bloc économique indépendant. Cette alliance pourrait renforcer la position de chaque pays dans le commerce régional et réduire la dépendance aux puissances occidentales. Le Burkina Faso, en tête de ce mouvement, pourrait devenir un modèle de souveraineté pour d'autres nations africaines. Cependant, un tel scénario nécessiterait une stabilité interne et une gestion efficace des ressources, ainsi qu'un soutien diplomatique et militaire régional pour faire face à d'éventuelles attaques externes. Enfin, une trajectoire plus pessimiste pourrait voir le Burkina Faso confronté à une pression croissante de la part des puissances internationales, accompagnée de sanctions économiques et diplomatiques sévères. Le pays pourrait se retrouver isolé, avec des répercussions importantes sur son économie, notamment une réduction du PIB de 5% ou plus. Dans ce scénario, les pénuries de produits essentiels s'intensifieraient, ce qui pourrait entraîner des troubles sociaux et une montée de l'instabilité politique. La perte d'accès aux marchés internationaux pourrait également entraîner une fuite des capitaux et une érosion de la confiance dans la monnaie nationale. Si ce scénario devenait réalité, il pourrait conduire à des choix difficiles pour Ibrahim Traoré et son gouvernement. Maintenir la résistance ou céder à une partie des exigences internationales pour préserver l'avenir économique du pays. Ces 3 trajectoires diffèrent, mais elles reposent toutes sur la gestion des ressources, la stabilité interne et la capacité à naviguer dans un environnement géopolitique complexe. Le choix du Burkina Faso dans les mois à venir sera crucial pour déterminer quel futur attend le pays.
Le défi auquel Ibrahim Traoré et le Burkina Faso faisaient face n'était pas seulement une question de politique internationale ou de stratégie économique. Il s'agissait de toucher directement la population, de la convaincre que cette résistance, bien que coûteuse à court terme, garantirait un avenir plus stable et souverain. À Ouagadougou et dans les autres grandes villes, les gens commençaient à percevoir la décision du gouvernement non seulement comme une mesure politique, mais comme un acte de défi et de dignité. Les discussions dans les rues, les cafés et les places publiques reflétaient cette prise de conscience croissante. Le peuple burkinabé devenait une partie intégrante de la lutte pour l'indépendance nationale. Le soutien populaire était primordial car il offrirait une légitimité au gouvernement face aux pressions extérieures. Les groupes sociaux plus jeunes, en particulier, commencèrent à réorienter leur énergie et leurs ambitions vers la construction d'un Burkina Faso plus autonome. Ils voyaient dans cette démarche une chance de réécrire l'histoire du pays, loin des influences extérieures et des concessions honteuses. Pour eux, la décision de Traoré devenait un symbole de résistance face aux puissances coloniales et post-coloniales. Cette transformation sociale ne se limitait pas aux grandes villes. Même dans les zones rurales où la dépendance aux importations et à l'aide internationale était plus marquée, l'idée de reprendre le contrôle des ressources minières trouvait un écho. Le défi de maintenir cette dynamique populaire serait de taille, mais Traoré savait que l'adhésion de la population pourrait être la clé du succès. Dans les mois à venir, il faudrait renforcer la confiance du peuple et l'impliquer activement dans le processus de reconstruction. Le pays ne pourrait pas se permettre de se diviser dans une telle épreuve. La solidarité nationale, déjà renforcée, devrait devenir le moteur d'une nouvelle vision du Burkina Faso, celle d'un peuple prêt à défendre ses intérêts coûte que coûte. Dans les mois qui suivirent la décision d'Ibrahim Traoré, un plan détaillé pour la souveraineté économique du Burkina Faso fut mis en place. Le gouvernement se concentra d'abord sur la sécurisation des sites miniers. Des équipes mixtes de l'armée et de la gendarmerie furent déployées pour assurer une présence constante sur les zones aurifères sensibles. L'objectif était de prévenir toute extraction illégale et de garantir que les ressources minérales profitent pleinement à l'État. Chaque site devait être surveillé en permanence, avec un rapport mensuel sur les activités, assurant ainsi la transparence du processus. Ensuite, une réforme fiscale et contractuelle fut lancée. Le ministère de l'économie entreprit un réexamen des contrats miniers existants. Les nouveaux accords visaient à garantir une redistribution plus équitable des bénéfices, avec un pourcentage plus élevé alloué aux investissements, dans les infrastructures locales et à la santé publique. Le but était de réinvestir une partie des revenus miniers pour soutenir les secteurs essentiels du pays et de réduire la dépendance vis-à-vis des financements externes. Simultanément, la numérisation des échanges commerciaux fut accélérée. La Banque centrale du Burkina Faso lança un projet pour créer un système de paiement national interconnecté avec les réseaux africains, facilitant ainsi les transactions en monnaie locale. Cette numérisation permettrait de mieux contrôler les flux financiers internes et d'éviter les sorties de capitaux vers l'étranger. Le gouvernement burkinabé mit également en place une éducation économique ciblée. Les ministères de l'éducation et de la communication créèrent des modules pédagogiques afin de sensibiliser la population à l'importance de la souveraineté économique, à la gestion des ressources naturelles et à la réduction de la dépendance aux importations. Enfin, la diplomatie burkinabé se réorienta vers des alliances horizontales avec d'autres nations africaines. Des accords bilatéraux furent établis et un suivi semestriel fut mis en place pour assurer la réciprocité des engagements et bénéfices mutuels. Un an après la décision décisive d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso était transformé. Le pays, bien que confronté à des défis économiques et diplomatiques, commençait à récolter les fruits de sa résistance. Les sites miniers étaient désormais sous contrôle national et les revenus générés par l'or alimentaient directement les projets de développement local. Dans les rues d'Ouagadougou, les habitants parlaient moins des pénuries et plus des nouvelles opportunités qui se présentaient. Le pays avait trouvé un nouvel équilibre entre indépendance et défis à surmonter. La figure d'Ibrahim Traoré, loin d'être celle d'un dirigeant isolé, était devenue celle d'un symbole de résilience nationale. Son nom résonnait non seulement dans les couloirs du pouvoir, mais aussi dans chaque quartier, chaque village.
Sa décision de ne pas céder avait créé une nouvelle conscience collective, une fierté retrouvée chez les Burkinabés. Ils ne se voyaient plus comme de simples spectateurs d'une histoire imposée de l'extérieur, mais comme des acteurs de leur propre destin. Dans les moments difficiles, cette mémoire collective de résistance était le fil conducteur qui unissait le peuple. Le pays avait su tenir bon, et, dans cette unité, résidait désormais sa force. Ce n'était pas seulement la souveraineté nationale qui avait été préservée, mais aussi l'espoir d'un avenir meilleur, forgé de la volonté commune de ne jamais se soumettre. Le Burkina Faso, en dépit des défis qu'il a traversés, est un exemple de détermination et de souveraineté retrouvée. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de réfléchir à la manière dont chaque pays, chaque peuple peut, à son tour, revendiquer son droit à l'indépendance économique et politique. Le Burkina Faso n'est plus simplement un observateur dans un monde dominé par les grandes puissances. Il est devenu un acteur central dont l'histoire inspire les nations qui aspirent à un avenir plus juste et autonome. Le chemin n'est pas facile, mais il est possible. Il veut bien. C'est une leçon que les Burkinabés nous ont enseignée. Résister aux pressions extérieures, c'est aussi se donner la chance de construire un avenir basé sur les valeurs de souveraineté, de solidarité et de résilience. À tous ceux qui croient que le changement est possible, le Burkina Faso vous montre la voie. C'est une histoire de lutte, mais aussi d'espoir. Et si, comme eux, nous choisissions de réécrire notre destin collectif, loin des logiques imposées de l'extérieur? Le temps est venu de se demander quel avenir voulons-nous construire ensemble?